Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Samuel Ndiakwa est un journaliste et photographe français d'origine camerounaise. Il est né le 23 février 1964 à Paris. Il est diplômé en sciences politiques, diplôme obtenu à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi à l'origine des rencontres professionnelles du photojournalisme de Douala, Douala Urban Touch of Art ou Douta, dont la première édition a eu lieu en 2005. Du 10 mai au 10 juillet 2017, Samuel Ndiakwa a organisé une exposition collective autour de la mémoire et de l'esclavage, impression mémorielle, au Musée de l'Homme à Paris. Samuel, à un moment, a décidé de porter la casquette d'éditeur. Suite au refus de plusieurs maisons d'édition à l'éditer, il en crée une et édite plusieurs livres dont il est l'auteur, à savoir Jazz on My Mind, Africa's Music, Routes du Jazz, Minorité visible, Cinéma invisible. Il vit et travaille à Paris. La pause d'art. Bonsoir chers amis, aujourd'hui nous recevons quelqu'un avec qui j'ai une histoire particulière, quelqu'un qui a commencé à me suivre tout doucement et à m'encourager à mes débuts, c'était via Facebook, c'est un photographe vraiment très connu et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir l'interroger aujourd'hui, l'interviewer. Alors j'ai le plaisir de recevoir Samuel Ndiakwa. Samuel, comment arrives-tu à l'art? D'abord, c'est un plaisir de répondre à des questions, merci de m'avoir invité. Comment j'arrive à l'art? Mon parcours est un peu bizarre, sans faire de rime. La photographie est apparue dans mon... J'ai toujours été entouré de photographes. J'avais un cousin qui s'appelle Bruno Ekambi, qui est décédé aujourd'hui il y a quelques années, par son âme, qui aimait beaucoup me photographier et m'amener quand il faisait ses reportages dans la forêt, quoi. Et c'est comme ça que déjà j'ai eu à côtoyer de manière sur le terrain la photographie. Ensuite, il y a Georges Goethe, Cyril Goethe, qui était le fils de Georges Goethe, Photo Georges, qui était le meilleur ami de mon père, qui avait aussi son studio à Aqua, que tout le monde connaît, où tout le monde sait la photographier. Aqua, un quartier de Douala, de la ville de Douala au Cameroun. Lui aussi avait beaucoup d'archives et j'aimais beaucoup aller fouiller dans les archives, regarder les photos des familles Douala, des grands chefs, et parce qu'il a beaucoup photographié des chefs Douala à l'époque allemande, tout ça, quoi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le Cameroun a eu sa période aussi où il y a eu le Cameroun a été sous protectorat allemand en 1914, donc le Cameroun était allemand. Et de nombreux chefs Douala, donc du Cameroun, en fait, allaient faire leurs études en Allemagne. Voilà. Et donc, ce monsieur Goethe, qui lui était d'origine libérienne, en fait, est venu au Cameroun dans ces années-là aussi et a commencé à photographier certains chefs Douala. Et ensuite, donc, quand il est décédé, donc, son fils, qui est Cyril Goethe, a hérité de son studio et lui aussi a fait des études de photo. Et donc, moi, je me suis intéressé à son travail qui vraiment répertorie l'histoire du Cameroun en photographie, quoi. Alors, je ne sais pas ce que sont devenues les archives, mais toujours est-il que j'ai eu à mettre le nez dans ces archives-là. Donc, c'est comme ça que je découvre la photographie. Exactement ça. C'est comme ça que je découvre la photographie. Et ensuite, quand mon père m'envoie en France, dans le début des années 80, en 80, j'étais en troisième, j'étais à l'internat, j'avais 15 ans. Et à l'internat, à l'époque, nous, c'était le mercredi qu'on avait les quartiers libres. Donc le mercredi, pendant que mes amis allaient au cinéma, il y avait un club photo. Et donc, un jour, il y avait un surveillant qui me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire de la photographie, de regarder un peu comment ça fonctionne, les tirages? J'ai dit oui, d'ailleurs j'ai eu des gens qui ont fait ça. Oui. Et donc je suis allé avec lui pour apprendre un peu à tirer les photos, à tirer les images. Et donc ce qui fait que le samedi, je faisais des photos dans le bois, je photographiais des arbres, bien alors je me photographiais moi-même. Et ensuite le mercredi, je m'amusais à tirer les photos. Et j'étais fasciné par l'image qui apparaît, tu vois. Là, nous sommes dans la photographie argentique. Oui, argentique, quoi. Donc, il fallait évidemment la chimie. Et puis après ça,
attendre que la photo sorte et tout ça. C'était vraiment un processus qui était fascinant parce que tout d'un coup, sur un bout de papier, tu vois apparaître une image. Et ensuite, quand j'étais à la fac, à l'université à Montréal, parce que j'ai vécu à Montréal aussi, dans les années 90, quand j'ai fait de la photographie, quand j'étais en troisième, en seconde, tout ça, après j'ai arrêté de faire de la photographie, mais vraiment parce que je le faisais comme un plaisir, comme un loisir, quoi. Donc je ne savais pas que ça allait être quelque chose qui allait vraiment définir ma vie, quoi. Voilà. Et donc, après l'université, donc moi j'ai fait sciences politiques à Montréal. Pendant que j'étais à Montréal, j'écrivais beaucoup d'articles dans le magazine du département sciences politiques. Mais d'articles écrits, quoi. Je ne faisais pas de photos. Mais j'avais une amie qui est tunisienne, d'ailleurs qui est décédée aussi, avec qui j'ai fait sciences politiques, qui faisait beaucoup de photos. Et ça m'intéressait de l'accompagner parfois, faire des reportages photos avec elle, mais je ne faisais pas de photos, je la regardais faire, quoi. Et donc quand je suis revenu en France en 94, j'ai commencé à travailler pour un journal qui s'appelle Les Nouvelles de la Francophonie. Et j'écrivais dans ce magazine-là. Et un jour, je me souviens très bien, je suis allé interviewer des rappeurs. Et dans la rédaction, personne ne voulait y aller. Donc, et il n'y avait pas de photographe. Et c'est là où j'ai dit, bon écoute, moi j'ai quelques notions de photo, je vais aller faire le reportage et puis on verra bien, quoi. Donc je suis allé faire le reportage et j'ai fait des photos. Bon, j'avais un petit appareil Minolta, vraiment pas terrible, mais bon, je me suis appliqué, quoi. Donc l'article a été publié avec les photos. Mais bon, par contre, les photos, je n'ai pas été payé pour ces photos-là, j'ai plutôt été payé pour le reportage écrit, quoi. Ouais. Mais ça m'a donné envie, toujours que ça m'a donné envie, parce qu'avec cet article-là, en fait, si tu veux, parce qu'avant ça, j'écrivais beaucoup dans la politique. Et ensuite, donc, à partir de cet article-là, je me suis beaucoup plus intéressé à la culture, à la musique, quoi. Donc c'est comme ça que, en fait, je commence à écrire beaucoup plus sur la musique. Et comme je faisais beaucoup d'interviews de musiciens, j'en profitais pour faire des portraits des musiciens. Parce que je les trouvais, ils étaient face à moi. Et chaque fois, je voulais quand même, même si j'avais une photo de presse, je voulais avoir ma propre photo d'eux, quoi, en fait. Donc, et je n'avais pas, en fait, ces photos-là étaient des photos intimes et des photos prises à l'hôtel. Et ça n'avait pas de vocation à être publié, quoi. C'était des bonnes photos parce que je prenais beaucoup de conseils auprès de mes amis. D'ailleurs, il y a le feu Bill Betote Aqua, qui lui aussi photographiait beaucoup de musiciens. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à m'améliorer et qui m'a poussé aussi à photographier des musiciens parce que chaque fois qu'il faisait des photos, il était content de me voir à côté de lui. Donc il me disait, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Donc c'est comme ça que tu as appris. Voilà, vraiment, j'ai appris sur le terrain, quoi, en fait, avec Bill Aqua aussi, et puis avec mes propres recherches. Après, j'allais beaucoup dans les musées pour voir des photographes, pour voir leurs travaux. Et c'est au fil du temps que vraiment... Et puis en fait, voilà, j'ai commencé par le portrait, je suis resté dans le portrait. Et les musiciens étaient mes modèles. Mes modèles, on va dire, mes sujets, quoi, en fait. Sujets, oui. Voilà. Et donc, c'était eux que je mettais en scène, enfin, que je photographiais, quoi. Parfois, je les mettais en scène, ils acceptaient, c'était drôle. Et au fil du temps, j'ai commencé à vendre... Alors, ma première image que j'ai vendue, c'est drôle parce que c'est assez emblématique. C'est une image du fils de Francis Bébé qui s'appelle Toups Bébé. Que j'ai rencontré dans un festival dans le nord du Cameroun. Ah. Ouais, je l'ai rencontré. Il joue du saxophone. Du saxophone, oui. Ouais. Il joue du saxophone d'ailleurs. Ouais. Et en fait, c'était un magazine qui s'appelle Jazz Magazine qui faisait un article sur le jazz afro-européen. La pause d'art. Et donc, je ne savais pas qu'il y avait un article comme ça. Enfin, il y avait un sujet comme ça qui devait se faire. Et un ami qui est photographe aussi de jazz, qui est d'origine guyanaise. Et il me dit, écoute, accompagne-moi parce que j'ai des photos à déposer au magazine pour que je leur ai vendu, ils m'ont commandé des photos, quoi. Et ce jour-là, justement, donc, je venais de faire tirer l'image. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu ailles faire tirer des images et après que tu ailles les récupérer, quoi. Donc, je venais de faire tirer l'image de tout ce bébé que j'avais interviewé avant et donc j'avais photographié. Et il venait de sortir l'album qui s'appelle African Bicyclette. Et donc, je suis allé donc chercher ma photo, j'ai tiré et j'avais une pochette de photos sur le bras, quoi. Et donc, au passage, on a été donc, j'ai été accompagné mon ami pour qu'il aille vendre ses photos au magazine. Donc, il a vendu ses photos et donc l'éditrice, donc c'est la directrice de la photographie, se tourne vers moi et me dit, et toi, qu'est-ce que tu as à vendre?
Je lui dis, mais j'ai rien. Elle me dit, non, mais je vois que tu as des photos là. Montre-moi. Elle me demande si c'est photos de musiciens. Je dis oui. Elle me dit, mais montre-moi. Donc moi, tout timide, je lui montre la photo que j'avais faite. Elle me dit, non, la photo est extraordinaire. Elle dit qu'elle la veut. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, je te paye même. Je vais la prendre, ça coûte 900 francs. À l'époque, 900 francs, c'est comme si on t'avait donné 900 euros, quoi. Ouais. Et donc, ben, voilà comment ma première photo a été publiée dans le magazine Jazzman, quoi. À t'entendre parler, on comprend que tu as une très forte relation aussi avec la musique, une histoire avec la musique. Parle-nous de ça, d'où te vient cette passion de la musique et encore plus du jazz, Samuel? Alors le jazz, c'est une longue histoire, hein. Le jazz, c'est quand j'avais 4 ans, je crois que tu le sais même d'ailleurs, mais quand j'avais 4 ans, mon père était étudiant en médecine et ben, pour lui, quand il rentrait le soir, après avoir eu des longues journées, il écoutait du jazz. Et donc moi j'avais 4 ans, j'étais à la maternelle, je sais pas quoi, et puis tu écoutes ce que ton père aussi écoute, t'as pas le choix. Et donc moi j'écoutais du jazz, j'écoutais des gens comme Jimmy Smith, j'écoutais des gens comme Art Blakey, plein de musiciens comme ça que j'ai découvert. Mais sans le savoir, ce jazz-là, c'est comme si on t'abreuvait de jazz et puis tu le reçois comme du lait, quoi, en fait. Et voilà, et puis sans le savoir, ben, même étant enfant, cette musique-là, tu grandis avec, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai été élevé par le jazz. Et ensuite, donc, je veux un peu faire bref, mais ensuite, donc, quand j'étais à Montréal... On veut toute l'histoire, s'il te plaît. Pas de raccourci. C'est pour la postérité, on va dire. Toute l'histoire. Ouais. Non, mais le jazz, j'écoutais les James Brown. Hein. Et puis donc, avec mon père et ma mère, on est rentré au Cameroun en 1970-71. Mon père était médecin, donc il a été affecté à Banganté, tout ça. Et après, il est revenu à Douala. Et voilà qu'apparaît M. Manu Dibango, qui, lui, venait au Cameroun de temps en temps et puis avait ouvert un club. Et en même temps aussi, il était le directeur artistique d'un cabaret qui était dans un hôtel qui s'appelait à l'époque l'hôtel Joss. Et il s'amusait à ramener quelques musiciens de jazz afro-américains qui jouaient en résidence pendant 3 mois dans cet hôtel-là. Et c'est là donc où pour la première fois j'entends une dame qui s'appelle Rhoda Scott, qui joue de l'orgue et aux pieds nus, quoi. Et donc c'est comme ça que vraiment je rencontre le gospel, le jazz. Et tous les soirs, en fait, pratiquement un soir sur 2, Manu Dibango l'accompagnait, quoi. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai vu le jazz. J'ai entendu le jazz avec mon père, mais j'ai vu le jazz avec Manu Dibango, quoi. Voilà comment l'histoire commence, quoi. Et ensuite, donc plus tard, donc après avoir donc photographié ces rappeurs, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser. Donc ce jazz est revenu en moi. Parce que, mais il faut quand même se rappeler de cette période de Montréal, où tu es loin de ce pays, de ton berceau, en fait du Cameroun en termes de musique. Mais est-ce que, parce qu'à Montréal, d'après ce que je sais, tu t'es beaucoup investi dans le milieu du jazz aussi. Est-ce que ce n'était pas, comment je vais dire, pour rester dans le souvenir de ce Cameroun-là, ton papa, Manu Dibango, tout ça, est-ce que ça ne te permettait pas de combler la nostalgie du pays quelque part? Quelque part, peut-être c'est toujours dans l'inconscient, en fait. C'est-à-dire que quand tu te retrouves seul dans un pays comme ça, comme le Canada, seul sans tes parents, seul sans tes frères et sœurs ou tes amis, tu as envie de te raccrocher à quelque chose. Et pour moi, c'était le jazz. Parce que ça me faisait penser au Cameroun, justement, à ma famille, à mes parents. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de voir des musiciens, c'est d'ailleurs grâce à Jean-Claude Cameroun, hein, que j'ai croisé un soir dans le froid, et que je n'ai même pas reconnu, et puis qui se dit, mais je connais ce gars-là. Il se retourne, il dit, Samy! Bon, à l'époque, tout le monde m'appelait Samy. Hein. Et je me retourne, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais je suis en sciences politiques ici. Il dit, oh, c'est magique, viens, je t'amène boire un café, et puis je te raconterai ce que je fais, quoi. Et donc, il me raconte ce qu'il fait. Il était musicien, et puis... Et donc, du coup, pour moi, c'était une espèce d'échappatoire. Donc, pratiquement, à partir du jeudi jusqu'au dimanche, j'étais dans les clubs de jazz à Montréal, quoi. Donc, j'ai rencontré des
des grands musiciens de jazz dans les clubs et tout ça. On rigolait ensemble, on mangeait des ailes de poulet et tout ça. Et l'été, je m'arrangeais pour avoir, avec quelques économies, où j'ai entendu Grover Washington, où j'ai vu Aretha Franklin, plein de grands musiciens. Je gardais. Chaque fois, il me fallait au moins que j'économise pour avoir au moins $150. Comme ça, j'avais au moins droit à 3 concerts. Et t'as jamais voulu jouer J'ai joué quand j'étais au collège à la guitare, mais j'étais un mauvais musicien. Et donc, ça ne me tentait pas plus. Mais moi, j'aime bien les gens qui racontent des histoires. Donc, quand j'étais avec les musiciens, en fait, j'étais intéressé par leur histoire personnelle. C'est ça qui m'intéressait. Peut-être que c'était dû au fait que j'avais fait sciences politiques. Et puis, en même temps, comme on s'est dit, moi, je suis né à Paris et puis j'ai grandi au Cameroun. Mais j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose que je connaissais, tu vois, et aussi à apprendre l'histoire. Et avec la musique, il y avait des choses que je ne savais pas. C'est-à-dire que nous, on voyait des Noirs aux États-Unis, on voyait des Noirs aux Antilles, mais qui nous a dit qu'il y avait l'esclavage? Personne ne nous avait dit ça. Et donc, à travers cette histoire de jazz-là, j'ai appris le commerce des esclaves, comment ça s'est passé. Les musiciens me racontaient comment est-ce que leurs ancêtres ont été emmenés en esclavage. Certains étaient intéressés à savoir d'où je venais, quel pays. Eux-mêmes aussi faisaient aussi des tests pour savoir d'où aussi ils venaient. Et du coup, ça a créé quelque chose de... une sorte de prise de conscience. Ah oui, de conscience, c'est exactement ça. Et quand j'ai commencé à faire la photo, et sans le savoir, donc je m'intéressais qu'aux musiciens noirs. Tu vois, donc musiciens noirs, qu'ils soient antillais ou camerounais ou caribéens ou américains ou cubains ou afro-cubains. Et c'est comme ça que je rencontre pour la première fois que je rencontre Randy Weston, qui est un pianiste afro-américain mais d'origine jamaïcaine, qui joue du jazz, et que je l'ai photographié, quoi. Et je me souviens très bien que la première fois que je l'ai vu, 3 jours avant, j'étais au Cameroun. Et quand j'arrive, on m'appelle pour me dire qu'il faut que tu interviewes Randy Weston. On a envoyé le disque et tout ça. Je me souviens que son disque s'appelait African Rhythm. Ça s'appelait Kepera. Kepera, il me disait qu'il y avait eu des Africains en Chine et même dans les Indes. Et donc, il disait que la musique que les Afro-Américains jouent, qu'on appelle jazz, que pour lui, ce n'est pas du jazz, pour lui, c'est la musique africaine, on va dire, améliorée, quoi. Tu vois, universelle, améliorée, quoi. Donc j'avais rendez-vous avec lui dans un hôtel, je me souviens très bien du nom de l'hôtel. Je peux donner le nom de l'hôtel, non? Donc, l'hôtel, c'était Holiday Inn à Porte de Pantin. Je me souviens très, très bien. J'arrive, je vais à l'accueil, je lui dis, j'ai rendez-vous avec Randy Weston. Je me retourne, je le vois sortir l'ascenseur. Et lui, il ne me connaissait même pas. Il me voit, il tend les bras. Oh, you are here, man! Yeah. Il était tellement grand, il mesurait à peu près 2 mètres. Je m'assois là, et on commence à discuter. On discute, on parle de l'Afrique. Et alors, il me raconte comment, en 1956, il était invité au festival panafricain au Nigeria. Il y avait tous ces Afro-Américains qui étaient invités à ce festival-là. Et que le jour où il est arrivé comme ça, sorti de l'avion, il y a eu un Nigérian qui est venu le chercher et qui lui dit « Mais toi, ça fait 400 ans que je t'attends, tu étais où ?» Il a commencé à pleurer. Et là, il s'est dit que là, j'ai compris, j'étais rentré à la maison. Ah ouais. Et donc, je l'ai photographié aussi, Randy Weston. Et il fait de la musique extraordinaire, quoi. Il a joué avec les Gnawa du Maroc. Hein? Et c'est comme ça que je m'intéressais. Tu vois, au fil du temps, tu apprends qu'il y a les Gnawa, qui sont les esclaves africains qui ont été emmenés au Maroc et qui ont recréé aussi leur histoire musicale, tu vois. Des musiques sacrées, tu vois. Des maîtres, tu vois. Les maîtres de Gembré, hein. Ils sont à Marrakech, voilà. Donc tu vois, tout est lié en fait. Et donc j'en ai photographié aussi, j'ai des habits Gnawi que j'ai photographiés aussi au Maroc et tout ça, quoi. Comment petit à petit tu arrives, par exemple, j'ai envie de parler de ta toute première exposition, parce qu'une chose est d'écrire, d'être publié dans des journaux, de faire de la photo, mais pour les journaux, mais rentrer
dans une galerie, etc. Comment tout ce truc-là s'est tissé Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai pas de galerie. Je vous l'ai dit, en fait, une salle d'exposition. Oui, je sais, mais par contre, j'ai la chance donc de travailler avec des musiciens et donc de photographier des musiciens. Et donc, la logique était que je fasse des expositions, mais dans un cadre musical, donc dans des festivals de jazz. Et le premier festival de jazz auquel j'assiste, c'est en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle le Dunil Jazz Festival. Et donc, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai oublié. Je crois qu'il y avait un ami qui savait que je faisais des photos de musiciens de jazz. Il leur en a parlé et ils m'ont appelé. Je crois que c'était en 2003, 2002 ou 2003. Il y avait Guéhi qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et donc, il m'appelle, on me demande si je veux faire une exposition en Côte d'Ivoire, à l'hôtel Ivoire. Ils ont un long couloir là, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma première exposition. D'ailleurs, au début, je ne savais même pas que j'allais en faire une. Et quand ils m'appellent, ben, je n'avais pas de photos. Enfin, j'avais des photos, mais je n'avais pas de grand tirage. Et donc, je me souviens très bien que, comme quand j'étais en troisième, je faisais des tirages. Eh ben, j'ai appelé un ami qui avait un studio, un laboratoire de tirage. Ben, ça coûtait cher de tirer des photos. Hein. Donc, je me souviens qu'on a passé 2 nuits sans dormir à tirer des photos. 2 nuits. Mais en fait, on est entré dans le labo un vendredi et on est sorti un dimanche. Et on n'avait aucune notion du temps. Mais je savais qu'il me fallait au moins 2-3 jours pour faire le tirage parce que je partais la semaine d'après, quoi. Donc, on a tiré les photos, je te dis pas, on sentait le produit. Et quand on est sorti, il fallait que je tire 30 images. Format je crois que c'est 40-50 on a fait de tirage, quoi. J'avais tiré 30 images. Et, par chance, j'avais une amie dont le père était imprimeur. Il m'a financé pour acheter des cadres. Et donc, j'ai amené 30 images encadrées dans mes valises à Abidjan. Donc, quand j'expose, le ministre est venu, plein de monde sont venus. C'était vraiment à l'ouverture du festival de jazz. Personne ne me connaissait, mais on m'a donné l'opportunité de faire cette exposition-là en 2003, je crois, ou en 2002. Ouais, ça fait 20 ans. Hein. Ouais. Première exposition il y a 20 ans. Ouais. Mais en tant que photographe, première photo il y a 25, il y a même 30 ans, quoi, tu vois. Mais parce que je n'avais pas non plus cette notion de faire des expositions, quoi. J'ai appris vraiment tout ça sur le tas, en pratiquant. Quoi. Et donc, je me souviens qu'un jour, quand j'ai fait cette exposition-là, il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, pour moi, vous êtes comme... à l'époque, c'était qui le footballeur le plus connu, là, en 2002-2003 Je ne sais pas si c'était Samuel Eto'o. Ouais, je crois qu'il me dit, vous êtes le Samuel Eto'o de la photographie. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Ça fait plaisir. Ouais, en fait, il m'a donné un grand nom de footballeur, tu vois. Il m'a dit que pour lui, il aime le football, que pour lui, je représente vraiment un... voilà. Il me dit... Et après, il me dit que je fais des photos comme les Blancs. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que c'est propre, c'est encadré, il y a les Marie-Louise, tout ça. Je dis, ah bon? Mais c'est comme ça que moi, enfin, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, j'ai fait comme ça, mais je ne savais pas que c'était... On m'a dit oui, mais parce que quand j'ai commandé les cadres, l'encadreur m'a mis aussi les Marie-Louise pour les photographier, quoi. Donc, à la même taille que les photos que j'avais tirées, quoi. Donc, j'avais fait une expo extraordinaire. Il y avait des ministres, il y avait des chefs d'entreprise. Et tous ces gens-là voulaient acheter les photos. Ok, ça, tu n'avais pas prévu? Non, j'ai dit que je ne vends pas les photos. Il dit pourquoi? Je dis je ne sais pas, je ne vends pas les photos. Mais est-ce que c'était parce que tu n'avais pas une idée du marché, de ce marché-là? Et tu ne voulais pas te tromper? Je pense que c'est ça. Parce que les gens me disent, oui, mais on va acheter cette photo. Il y avait Manu Dibango, il y avait Archichep, il y avait Francis Bébé en photo. Tous ces grands musiciens que j'ai photographiés. Les gens voulaient acheter. J'ai dit, moi, je ne vends pas mes photos. Ils me disent, mais c'est quoi ce monsieur qui vient faire des expositions, il ne vend pas ses photos? J'ai dit, non, moi, c'est une exposition que je suis venu exposer, mais pas pour vendre. Vous ne comprenez pas, quoi. Et effectivement, je pense que j'avais pas envie de brader mes photos et comme je n'avais même pas la notion des prix, tu vois, si une photo qu'aujourd'hui je peux vendre à 2-3 000 euros, je l'aurais vendue à l'époque, je l'aurais vendu peut-être 150 euros, quoi. Donc tu as voulu rentrer, rechercher ton truc bien, savoir ce que ça voudrait ça. Voilà. Et en plus de ça, les gens me disaient que oui, mais comment on peut faire pour avoir des photos? J'ai dit, ben je sais pas, mais on verra plus tard, quoi. Tu vois, on verra ce que l'avenir nous dira et puis je vais voir ce que ça va donner. Et donc, je ne savais même pas que j'allais faire un livre, tout ça. Je ne savais pas tout ça. Donc ensuite, les choses se sont enchaînées.
cette première exposition. Ouais. Et après? Et après, j'ai fait donc une exposition qui s'appelle 2000 visages pour l'an 2000. Donc c'était la femme d'un ami qui était chargée de la culture dans une mairie, qui avait imaginé un projet de photographier les habitants de la ville. Et ces photos étaient mises dans le métro, dans le RER, quoi, à Paris, quoi. Enfin, c'était en banlieue. Et donc, il m'avait payé, je crois que c'était 10 000 francs. Et j'ai fait plein de portraits, mais plein. Ça s'appelait 2000 visages. À suivre donc pour le La passage Pause en 2000, d'Art. quoi. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La Pause d'Art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La Pause d'Art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.